Bien, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais présenter Jade. Donc, Jade, après une formation en écologie et en génétique, a travaillé plusieurs années en France et en Suède sur toutes sortes d'espèces, hein, des oiseaux, des champignons, des conifères. Mais de plus récemment, elle a intégré l'équipe de l'INRAE d'Angers pour s'intéresser et travailler sur la diversité génétique des arbres fruitiers sauvages et en particulier sur les poiriers sauvages. Donc, elle va nous parler de la diversité de tous ces poiriers sauvages, mais aussi des poiriers cultivés, pour mieux les comprendre, les protéger, les utiliser. Donc, ben voilà, ben, Jade, vous avez la parole. Merci. Alors d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, les poiriers, pour moi, c'est un sujet relativement récent. Et du coup, j'ai trouvé intéressant dans le cadre de ce webinaire de vous faire un petit point en fait sur où est-ce qu'on en est dans l'avancée des recherches. Qu'est-ce qu'on sait de la diversité des poiriers sauvages, des poiriers cultivés. Et donc je pense que si je vous dis poire, poirier, la première image qui vous vient a priori, c'est celle-ci. Probablement même celle-ci, à savoir celle d'un fruit qui a la forme typique de la poire, juteux. Ce qui vous vient peut-être moins, c'est ces poires-là, qui sont des poires asiatiques qui en général sont plutôt rondes, qui se différencient des poiriers européens, parce qu'en général, elles ont plus de calice sur le fruit, donc les restes de la fleur. C'est présent sur les poires européennes et moins sur les poiriers asiatiques. Et puis, il y a une autre différence fréquente, c'est que quand on coupe le fruit à l'horizontale, sur les poiriers européens, on a 5 carpelles qui en général contiennent chacun 2 pépins. Et sur les poires asiatiques, on en a en général plutôt moins, de 2 à 5 carpelles. Et donc les fruits en général sont plus ronds, mais on a quelques exceptions comme ces poires qui sont asiatiques mais qui ont quand même une forme un petit peu piriforme. Et donc vous avez totalement raison de penser à ces poires de consommation en premier lieu quand on pense poirier. La production de poires au niveau mondial est assez importante. On est à plus de 40 millions de tonnes au niveau mondial, avec en numéro un la Chine, très gros producteur avec environ 20 millions de tonnes. C'est des chiffres qui vont jusqu'à 2022. Mais la France est quand même dans le top 8. Alors, il a fallu que j'enlève évidemment la Chine et la production mondiale pour qu'on y voit quelque chose. Mais la France est ici en rose-violet, une pente légèrement descendante pour la France, mais globalement assez stable depuis les années 60. Voilà, la France est dans le top 10 de production de poires, donc relativement important. Mais maintenant, pour la société horticole, j'imagine que poirier, vous pensez également aux poiriers d'ornement, et vous avez raison. Donc ici, un Pyrrhus caleriana, par exemple, qui est beaucoup plus connu pour ses fleurs que pour ses fruits. Mais si vous avez d'autres intérêts, tels que la musique ou la sculpture, la gravure, l'ébénisterie, le poirier, le bois est également utilisé pas mal parce que c'est un bois très compact, très homogène et qui rend un joli poli quand il est travaillé. Donc le poirier, pour remettre en contexte, il appartient à la famille des rosacées. Rosacées, il y a environ 90 genres, entre 2500 et 2900 espèces, donc une grande famille. Euh, dans les rosacées, donc vous avez évidemment les rosiers, mais tout un tas de fruits, alors fruits en termes de consommation, hein, pas en termes de botanique, mais tels que la fraise, la framboise, la mûre, etc. Et au sein de la sous-famille des amygdaloïdés, dont fait partie le poirier, vous avez également les pruniers, pêchers, abricotiers, cerisiers, et plus proche au sein de la tribu des malais ou pirées, suivant les classifications, vous avez la pomme, le coing, etc. Alors, la diversification de cette grande famille, elle remonte à environ 100 millions d'années. Et la séparation pommier-poirier, on est plutôt à 30-45 millions d'années. Donc pour vous raconter un peu l'histoire du genre, Pyrrhus poirier, ça commence il y a environ 25-35 millions d'années, un peu comme le pommier finalement que Hélène vient de présenter, dans la partie ouest de la Chine.
Et puis on a deux grandes lignées qui se séparent. D'un côté les poires asiatiques, de l'autre les poires européennes. Cette séparation a lieu il y a 7 à 8 millions d'années à peu près. Et puis les poires européennes, on va avoir une grande diversité dans la partie Asie de l'Ouest, Moyen-Orient, tout ce qui est Afghanistan, Kyrgyzstan, etc. Il y a beaucoup d'espèces différentes de poiriers à cet endroit-là. Un autre gros centre de diversité, c'est le Caucase. Et à partir de ces zones-là, on obtient les variétés européennes de l'Ouest. Jusque-là, l'histoire est à peu près facile. Là où ça se complique, c'est au niveau des espèces. Pourquoi? Parce que donc, si le poirier est auto-incompatible, c'est-à-dire que son pollen ne peut pas féconder ses propres ovules, comme ce que vient de présenter Hélène sur le pommier, en revanche, il y a très peu de barrières à la reproduction entre espèces, ce qui veut dire qu'on a énormément d'hybrides entre espèces et que donc c'est finalement très difficile de savoir quand on décrit un arbre, est-ce que c'est réellement une espèce? Est-ce que c'est un hybride entre différentes espèces? Est-ce que cet arbre-là est un petit peu différent des autres parce qu'il est dans un climat particulier auquel il s'est un petit peu adapté, etc. Donc c'est pas du tout facile en fait de savoir combien d'espèces on a au sein du genre Pyrrhus. Suivant les classifications, il y en a qui vous diront 20 espèces à peu près, il y en a qui vont vous parler de 80. Donc voilà, il y a très grande variabilité et c'est assez difficile de vraiment aller plus loin que ça sans qu'on y passe 4 heures. Mais pour aller quand même un petit peu plus loin, je vais vous parler dans un premier temps des poiriers asiatiques. Donc les poiriers asiatiques, si on reprend un arbre simplifié, donc on a d'un côté les poiriers européens en bas de l'arbre. Ensuite, on a une première branche qui donne naissance aux poiriers Xinjiangensis, donc ceux qui viennent du Xinjiang, la partie ouest de la Chine, à la fois les pommiers sauvages et les poiriers cultivés, puisqu'il y a des cultivars de cette espèce-là. Ensuite, il y a une autre branche qui donne naissance au Pyrrhus usuriensis, également des sauvages et des cultivés. Et pour finir, tous les Pyrrhus sauvages de Chine, de Japon, de Corée, donc notamment Caleriana, Pachia, Betulifolia, Pyrrhifolia, etc. Et eux-mêmes étant très proches des Pyrrhus pyrrhifolia cultivés et des Pyrrhus bretschneideri. Alors cette espèce-là, aussi, suivant les classifications, elle est considérée hybride ou non, c'est pas très clair. D'après cette dernière étude de 2018, il semble quand même franchement que ce soit finalement un Pyrrhus pyrrhifolia, puisqu'il est quand même très proche de cette espèce-là dans l'arbre phylogénétique. Mais voilà, c'est des espèces qui se croisent volontiers, donc c'est pas très facile. Cette fameuse Pyrrhus bretschneideri, donc ça ressemble à peu près à une poire en termes de forme, relativement piriforme. Par contre, Pyrrhus pyrrhifolia, c'est celui qu'on appelle le nashi au Japon. Vous avez peut-être vu en France, on en trouve dans certains supermarchés quand même, en petite production. Et Pyrrhus usuriensis, on est sur des poires plus petites, et même les cultivars, du coup, seront utilisés plutôt pour faire du jus que pour manger directement. Au niveau génétique, donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a pu observer, c'est que ces fameux Pyrrhus sikshandensis, qui sont donc dans la partie ouest de la Chine, sont en fait le résultat de croisements entre des Pyrrhus pyrrhifolia cultivés et des Pyrrhus européens cultivés. Donc cette partie-là, c'est en fait des hybrides, mais c'est vraiment ancien puisque on les retrouve à l'état sauvage. Donc vraisemblablement, cette hybridation, elle a eu lieu grâce à la route de la soie. Alors encore une fois, de la période de la route de la soie ou plus ancien, mais en tout cas des échanges entre Europe et Asie, qui ont donné lieu à cette espèce qui peut-être n'en est finalement pas une, puisque ce sont a priori un hybride entre des Pyrrhus pyrrhifolia et des Pyrrhus européens. Sur la partie poirier européen, cette fois, donc on change de l'autre côté de l'arbre, on a donc les Pyrrhus asiatiques, et de l'autre côté, les Pyrrhus sauvages du Caucase et du Moyen-Orient. Donc c'est, je vous l'ai dit déjà, deux gros centres de diversité en termes de nombre d'espèces. Ensuite, les Pyrrhus sauvages d'Europe de l'Ouest et d'Afrique du Nord, et notamment Pyrrhus communis, les poiriers cultivés en Europe, sont particulièrement proches de Pyrrhus pyraster,
ou Pyrrhus communis sous-espèce Pyraster. Là aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Mais toujours est-il que vraisemblablement, la majorité des poiriers cultivés viennent de la partie occidentale de la distribution de Pyrrhus pyraster, mais quelques exceptions sur la partie Géorgie, Caucase, etc. Il y a aussi des cultivars locaux qui, eux, sont vraisemblablement descendants de Pyrrhus caucasica ou Pyrrhus communis sous-espèce caucasica, de nouveau suivant les classifications. Mais il y a eu a priori donc au moins 2 événements de domestication, un à l'ouest et un dans le Caucase pour la partie européenne, et pour la partie asiatique, au moins 2 événements également de domestication. Et ce qui est intéressant dans cette étude également, c'est qu'ils ont mis en évidence qu'une partie du matériel génétique qu'on retrouve uniquement chez Pyrrhus communis, on le retrouve de façon récente dans des poiriers sauvages d'Europe de l'Ouest et d'Afrique du Nord. Donc on a en fait une espèce de pollution des poiriers cultivés vers les poiriers sauvages. Les poiriers sauvages en France, on en a globalement 3 espèces. Alors là, c'est des données qui proviennent de l'inventaire national du patrimoine naturel, qui montre donc Pyraster, qui est présent dans toute la France. Je suis un peu sceptique sur la partie Corse, mais on y reviendra. La Corse, a priori, il y a plutôt du Pyrrhus spinosa, qui est présent surtout sur la partie quart sud-est de la France métropolitaine et en Corse. Et Pyrrhus cordata, qui est présent, lui, plus sur la partie côte atlantique assez large en France. Et ces 3 espèces donc, sont présentes en Europe de façon un peu plus large. Ces 3 présentations-là, ces 3 cartes, c'est des données qui proviennent du GBIF. Le GBIF, c'est un rassemblement de données qui proviennent à la fois de musées. Quand ils numérisent leurs collections, en général, ils rentrent les données sur ce site-là. Et puis également, qui regroupe tout un tas de sites, notamment iNaturalist, etc., où tout un chacun peut participer et rentrer ses observations personnelles. Donc il y a peut-être un peu plus de données sur lesquelles on peut avoir un certain doute sur le plan scientifique. Mais toujours est-il que ce qu'on voit, c'est que Pyrrhus cordata donc, est présent sur la partie ouest de l'Europe, sur la côte atlantique espagnole, portugaise, vraisemblablement le partie sud-ouest du Royaume-Uni également. Pyraster, lui, a une distribution beaucoup plus large sur la partie Europe centrale. Je ne pense pas a priori qu'il remonte jusqu'au nord comme ça. Mais après, il peut y en avoir aussi qui sont indiqués là parce qu'ils sont présents en collection dans ces endroits-là et pas de façon sauvage. Et puis Pyrrhus spinosa, donc présent sur le quart sud-est et également donc, toutes les îles méditerranéennes, l'Italie, les Balkans, la Grèce et l'ouest de la Turquie. Donc pour les poiriers domestiques, cette fois, les premières traces archéologiques qu'on a du poirier, alors peut-être pas en version domestique, mais en tout cas des poires au contact de l'humain, sont assez anciennes en fait. Là, c'est un exemple que je vous montre dans la partie nord de la Grèce. On a retrouvé sur un site archéologique qui a été daté à environ 4300 avant notre ère, un village qui a été incendié et dont on a retrouvé des poteries qui ont explosé sous l'effet de la chaleur de l'incendie, qui contenaient à l'intérieur des poires sauvages qui sont toutes fripées, donc qui étaient vraisemblablement déjà en train de sécher depuis la récolte, ce qui a permis de dater l'incendie probablement à l'automne, début d'automne. Il y avait d'autres céréales, etc., qui penchaient dans cette direction-là également. Mais donc voilà, on a des quantités importantes de poires stockées par l'homme. Ils en ont décompté plus de 4000 sur ce site. Donc vraiment utilisées par l'homme à cette période-là. Ensuite, une mention qui est régulièrement donnée quand on parle de l'histoire du poirier, c'est dans l'Odyssée, écrite par Homère à la fin du 8e siècle, où quand Ulysse arrive chez le roi des Phéaciens, il visite un jardin dans lequel des poiriers sont présents, et donc il décrit ces poiriers, pommiers et ces poires. Et puis, il y a Théophraste, un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui lui décrit déjà des techniques de greffe. Donc, à cette époque-là, on sait que réellement, il y a de la culture de poirier telle qu'on l'entend aujourd'hui. Ça s'est développé quand même relativement
plus tardivement. Sous Louis XIV, on estime qu'il y a environ 500 variétés. Mais la majorité des variétés actuelles, elles ont été créées plutôt au 19e et au 20e siècle, principalement en Europe, pas mal en France, mais également en Belgique et au Royaume-Uni. Dans les variétés de poires actuelles, en Europe, on a 8 variétés qui représentent environ 80% de la production. Vous les connaissez probablement toutes. La Conférence, la Williams, la Beffetel. Spadona, c'est une variété plus italienne. Doyenne du Comice, la Beurre et Bosc, la Guyot, Cossia, c'est une autre variété italienne. En Amérique du Nord, ils sont plutôt sur de la Beurre d'Anjou, de la Williams, Comice, Bosc, Concorde ou Forel. Mais globalement, malgré l'énorme diversité, on estime qu'il y a plus de 3000 variétés de poires à l'heure actuelle. On a globalement une poignée seulement qui représente une grosse partie de la production. Donc finalement, dans notre diversité de variétés européennes, variétés asiatiques, on n'a déjà qu'une toute petite diversité de ce qui existait à l'état sauvage. Et dans ces variétés-là, on en cultive de façon intensive qu'une toute petite poignée. Pour rentrer un peu en détail dans les poiriers domestiques, on a également travaillé au niveau génétique, donc fait le même genre d'analyse que ce que Hélène vous a présenté précédemment sur les pommiers. On a fait la même chose sur les poiriers. C'est un travail qui a été fait surtout par Caroline Denancé à l'INRA d'Angers. Et ces analyses génétiques, elles permettent deux choses, c'est de comprendre la synonymie dans les noms de variétés. Et un exemple, c'est que tous ces échantillons-là qu'on a reçus sous différents noms, alors Passe-Crassane évidemment, mais également groin de cochon, colmar, petite poire de Noël, etc. Génétiquement, quand on les a analysés, finalement, ce sont tous des Passe-Crassane. Et puis le deuxième point, c'est donc les pédigrés. Et de la même façon que ce que Hélène vous a présenté précédemment, on a certaines variétés. Donc par exemple, si on prend la 61 ici, qui est la Saint-Germain d'hiver, on voit qu'elle a donné naissance à tout un tas de variétés différentes, une première génération, puis une deuxième, puis une troisième. Au total, on est à environ 60 variétés qui proviennent de cette Saint-Germain d'hiver, et notamment ici la numéro 1, la Passe-Crassane. Et on a des variétés qui ont donné lieu à encore plus de diversité. Par exemple, la doyenné blanc a donné naissance à 465 variétés dans ses descendants. Et notamment en première génération, il y a l'Anjou. En deuxième, il y a la Passe-Crassane ou la doyenné du Comice. En troisième génération, la Guyot, etc. Donc on a quelques variétés qui ont eu une importance majeure dans l'apparition des variétés cultivées actuelles. Alors pourquoi autant de variabilité? C'est que finalement, on a énormément de critères de sélection différents. D'abord, la texture du fruit. En Europe, on vise des fruits qui sont juteux, fondants. En Asie, à l'inverse, si vous avez déjà goûté des nashi, on est sur des fruits qui sont beaucoup plus croquants, juteux certes, mais consistance plutôt pomme. On cherche des fruits qui se tiennent plus ou moins à la cuisson. Et puis, la couleur de la chair, de la peau va avoir un impact, le rusting également. Donc, cette partie un peu marron, un peu épaisse sur la peau. Le goût, on va viser du sucré, éventuellement un peu d'acidité, pas forcément d'amertume ou d'astringence, sauf si on sélectionne pour faire du poiré. Là, c'est intéressant. On va essayer de ne pas avoir trop de cellules pierreuses. Vous avez peut-être déjà vu ça en dégustant des poires. De temps en temps, il y a des petits grains un peu fermes à l'origine. Donc là, c'est une coupe de fruits de Pyrrhus pyraster. Vous voyez donc les 5 carpelles avec 2 pépins à chaque fois. Et tous ces petits grains ronds un peu partout sont des cellules donc scléreuses, très dures. Et effectivement, à la consommation, c'est pas très agréable. Donc on essaye de les éviter en sélection. On va sélectionner évidemment sur la taille et la forme du fruit, sur la sensibilité du fruit à la manipulation. Les poires ont tendance à être particulièrement sensibles. Dès qu'elles prennent un coup, elles noircissent et donc à la vente, c'est pas très vendeur. On va travailler sur la précocité, alors non pas de la production de fruits dans la saison, mais dans la vie de l'arbre. Si on peut avoir des fruits qui apparaissent tôt avec une phase juvénile sans production de fruits qui est réduite, c'est bien. On va essayer d'étendre la période de récolte. On va essayer également d'avoir des fruits qui peuvent être produits même sans fertilisation. C'est un problème chez les poires asiatiques où l'absence de pépins diminue le goût.
Donc, ils sont obligés manuellement de polliniser toutes leurs fleurs pour essayer d'avoir des fruits quand les pollinisateurs ne sont plus suffisamment présents à cause des traitements phytosanitaires. On va essayer également d'avoir des floraisons qui peuvent avoir lieu même si l'hiver est court. La poire a cette particularité qu'elle ne fleurit qu'après avoir passé un certain temps en dessous d'une certaine température. Et donc, avec le réchauffement climatique, nos hivers sont de plus en plus doux et de plus en plus courts. Donc, on sélectionne pour avoir une floraison qui a lieu même si l'hiver est court. On va sélectionner également pour la résistance au froid, avec notamment une floraison tardive, mais dans ce cas-là, sans reculer la date de récolte. Et puis évidemment, une résistance aux maladies et aux ravageurs tels que le feu bactérien, la tavelure, la psylle du poirier, le perdicline et j'en passe. Donc énormément de critères de sélection différents qui ne vont pas forcément tous dans le même sens suivant l'objectif recherché. Si vous voulez faire du poiré, vous n'aurez pas les mêmes critères que si vous voulez faire de la poire de consommation. Ce qui explique qu'on ait autant de variétés différentes dans les poiriers cultivés. Maintenant, le lien entre ces poiriers sauvages et ces poiriers cultivés, pour moi, donc je travaille dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Fruitdiv, qui est un projet financé par l'Union européenne, qui a commencé en janvier 2024 pour 4 ans, qui est coordonné par l'INRAE, où du coup on travaille nous à Angers, mais également à Bordeaux, et qui inclut 26 partenaires de 10 États membres de l'UE, 4 pays hors Union européenne, et qui va se concentrer sur les espèces sauvages apparentées aux pommiers, poiriers, pruniers, amandiers, abricotiers, cerisiers, donc les Malus, Prunus et Pyrrhus. L'objectif, c'est de caractériser les collections qui existent déjà en Europe. Il y a pas mal d'arboretums où il y a des arbres sauvages qui peuvent être intéressants. Et sinon, ça va être d'échantillonner tous ces arbres sauvages, principalement dans le sud de l'Europe, puisque lors des dernières glaciations, il y a une grande partie de la population dans le nord de l'Europe qui a disparu. Et donc, on estime que dans le sud de l'Europe, où elles ont persisté, il y a probablement plus de diversité au niveau génétique. Ensuite, on va analyser génétiquement ces échantillons dans un but à la fois de protéger sur place les forêts où il y aurait des arbres particulièrement intéressants, mais également de mettre en collection les arbres individuellement qui seraient particulièrement intéressants. Ensuite, ces collections, dans l'idée, seront présentes en copie dans différents pays, dans différents climats, pour tester notamment la résistance aux pathogènes, la résistance à différentes conditions climatiques un peu extrêmes en termes de température, de manque d'eau, etc. Dans l'idée à terme, mais ça c'est évidemment pas tout de suite, d'utiliser ces ressources pour améliorer les variétés actuelles par l'intermédiaire de croisements. Donc pour vous donner un exemple, sur le poirier, on a récolté des échantillons. Donc sur chacun de ces points que je mets sur la carte, on a au moins 20 arbres qui ont été collectés, pour lesquels j'ai reçu des feuilles qu'on va analyser au niveau génétique. Donc la première étape, c'est d'extraire l'ADN, et la deuxième étape, c'est de vérifier que c'est pas du poirier domestique, puisqu'il peut y avoir des échanges, on l'a vu, des hybridations, etc. Donc on cherche à avoir des poiriers qui sont les plus purs possibles. Et ensuite, voilà, on verra si on a des actions de conservation sur place ou des conservations en arboretum. Voilà, donc pour conclure globalement cette présentation, on a énormément d'espèces sauvages, entre 20, 80, qui s'hybrident très facilement, donc c'est un peu difficile de vous dire combien il y a d'espèces réellement. Mais on est certain qu'il y a deux grands groupes quand même, les poiriers européens et les poiriers asiatiques. On a une grande diversité de variétés au sein des poiriers domestiques, en particulier des poiriers domestiques européens, même si on a beaucoup de synonymes, avec quelques variétés qui ont joué un rôle majeur dans cette diversité. Et donc l'objectif du projet Fruitdiv, c'est de protéger les espèces sauvages, mais aussi en dehors de ce projet, c'est important de protéger les variétés anciennes pour elles-mêmes, mais aussi pour améliorer les poiriers domestiques et améliorer leur résistance aux changements climatiques et aux pathogènes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail pour les poser plus tard. J'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Jade. Cet exposé était vraiment très complet et très intéressant. Il montre effectivement cette diversité étonnante. Donc, je passe la parole à Yvette pour les questions.
Merci, bonjour à tous. Merci Jean-Daniel. Bonjour, nous avons des questions qui sont arrivées pour Jade. Alors, la première question, c'est est-ce que les descendantes de la Pascrasane sont aussi sensibles qu'elles au feu bactérien? Alors, c'est très probable. J'ai pas les chiffres en tête, mais oui, c'est très probable. Les variétés qui sont sélectionnées pour la résistance au feu bactérien, il y en a encore pas beaucoup. On travaille également sur la résistance des porte-greffes. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps. Mais effectivement, il y a de fortes chances, ouais. Une autre question, dans les nombreux critères de sélection des poiriers cultivés, aucune mention du parfum du fruit à la dégustation. Est-ce que c'est normal? Ah si, si, c'est effectivement un critère majeur. Je me suis peut-être pas attardé dessus, mais c'est effectivement un des critères de sélection, tout à fait. Alors, lorsqu'on trouve une nouvelle accession, comment sait-on qu'un poirier est domestique ou sauvage? Alors, en général, si c'est vraiment des poiriers qui sont présents au contact de l'homme, on a quand même de fortes présomptions qu'il s'agit d'un domestique, soit réellement cultivé, soit retourné à l'état sauvage. Ensuite, pour les poiriers, pardon, sauvages, euh, génétiquement, on est quand même capable de différencier les domestiques des sauvages et de voir en fait si génétiquement ils se rapprochent plus du domestique que du sauvage. Donc on travaille par analyse génétique du coup pour les différencier. Alors, il y a plus une remarque qu'une question à propos du feu bactérien propagé par les aubépines. Il y a eu d'importants arrachages de haies et de poiriers sensibles, notamment la pascrasane. Alors, la suite de ce commentaire. Pourtant, les aubépines sont toujours là, mais le feu bactérien serait disparu, point d'interrogation. Alors, le feu bactérien n'est pas disparu. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui en seraient ravis, mais non, non, il y a toujours des soucis avec le feu bactérien. Ouais. Dans le Midi méditerranéen, nous rencontrons à l'état sauvage le poirier à feuilles d'amandier, qui semble porteur d'une résistance au stress hydrique. Ouais, alors le poirier à feuilles d'amandier est du coup a priori synonyme du Pyrrhus spinosa que j'ai présenté. C'est deux noms latins, mais c'est la même espèce. Et oui, c'est très probable qu'il soit adapté vu sa localisation géographique. Ouais. Et ça fait partie des critères sur lesquels on peut se dire qu'on peut potentiellement améliorer le poirier commun euh, à terme. Noël a une question. Noël, je vais te donner la parole maintenant, puis j'ai d'autres questions ensuite. Oui, non, c'était juste un peu anecdotique, mais je suis tourangelle et forcément très curieuse de ce qui concerne les poires tapées. Or, on dit que les variétés les plus adaptées aux poires tapées sont la variété, la poire de Curé et Colmar. Est-ce que vous savez si par hasard, il y a dans la généalogie des relations entre ces deux poiriers? Alors, pas de tête, mais c'est quelque chose que je peux éventuellement regarder et vous redire ça. Mais de tête, non, je pourrais pas vous répondre. D'ailleurs, on demande votre adresse pour vous recontacter. J'ai encore deux questions, puis je crois qu'après, il va falloir qu'on passe à autre chose. La poire William est un semis au hasard. Connaît-on ses parents? La Williams, il me semble que oui. Il faut que je re-regarde également, mais oui, oui, il me semble bien que qu'on a identifié les parents. Alors, une question, c'est de savoir si les poiriers sauvages ont généralement des fruits plus petits. Absolument. En particulier les poiriers européens, les sauvages, en général, on est sur des fruits qui font 2-3 cm de diamètre. Donc globalement, on a les 5 carpelles avec les pépins, on a 2-3 mm de chair autour qui en général est plein de cellules pierreuses, et la peau. Il y a vraiment pas grand-chose à manger dedans. Ensuite, on pose la question de savoir si la parthénogenèse existe chez les pommiers. Et ce sera, je crois, la dernière question. Chez les pommiers, je saurais pas vous répondre du coup.
D'accord. Merci beaucoup.